Bon, ici, je vais faire une petite vidéo qui va concerner, elle va être très courte parce qu'en fait, c'est juste des citations, je veux dire, de roches. Euh, voilà. On est tout simplement dans les minerais. Euh, En gros, un minerai, c'est un produit minéral dont on peut extraire, si vous voulez, une matière valorisante, généralement un métal. C'est ça un minerai. En général, c'est ça. Et ici, je vais voir justement un groupe voilà, de roches qu'on appelle les silicates. Silicates. Donc silicate, silicate qui est de formule chimique, je m'excuse, c'est pas SiO4 mais SiO2. Pourquoi SiO2? Parce que l'oxygène il est de valence, il est à l'étage d'oxydation -2 et le silicium est à l'étage d'oxydation. Par rapport à lui, on peut dire qu'il est positif, donc je vais mettre +4. Ce qui veut dire qu'il m'en faut 2 ici pour avoir 0, puisque c'est une molécule. Hein, donc il me faut 2 oxygènes pour un silicium. Et ça, les structures comme celle-ci sont des oxygènes avec des silicium, ce qu'on appelle des silicates. Donc, si vous voulez, c'est un sel, hein, le CO2, c'est un sel combinant, si vous voulez, du SiO2 avec d'autres oxydes, si vous voulez, métalliques. Hein, donc, ce sera un sel composé de SiO2 plus, si vous voulez, d'autres oxydes métalliques. Voilà, d'autres oxydes métalliques. Sachant que les éléments Si et O2 sont déjà, euh, c'est un oxyde non métallique ici. On a affaire à un oxyde non métallique, mais qui va s'accrocher, si vous voulez, avec des oxydes métalliques. Bon, moi je dirais même plus, c'est que les minéraux ayant une composition de silicate sont également qualifiés de silicate, c'est-à-dire tout ce qui va contenir du SiO2, euh, tout minéral en dehors de la définition que je vous ai donnée, hein, que c'est un accrochage de SiO2 avec de l'oxyde métallique, mais tout autre minéraux qui va contenir du SiO2, si vous voulez, sera considéré de la famille des silicates. Hein, ils pourront être englobés dans les silicates. Euh, et si vous voulez, ils constituent une famille de minéraux extrêmement importante en minéralogie. Alors, pourquoi une famille très importante? Parce que le silicium, c'est un des composants qui compose la croûte terrestre en pourcentage euh, extrêmement important. C'est un des éléments les plus pondérants, prépondérants dans la croûte terrestre, hein, tout comme on retrouve l'hydrogène qui est très prépondérant aussi voilà, sur Terre, mais dans la croûte terrestre, on trouve beaucoup de silicium. Et dès le moment où vous faites des travaux pour extraire des roches, pour une nature ou une autre, pour enfin, extraire une nature, extraire une roche euh, composant, composée de silicium, hein, dès le moment où vous allez forer, si vous voulez, pour extraire les roches, il y aura du silicium. Et donc, on a des maladies spécifiques, notamment on connaît les mines de charbon où beaucoup de personnes ont attrapé ce qu'on appelle la silicose, puisqu'il contenait du silicium. Mais sachez que partout où il y a du silicium, le sable, etc., etc., ben, partout dans les silicates, eh bien, le fait d'aller perforer du silicate, euh, des silicates, eh bien, va faire rejaillir cette composante, ce minéraux de silicium, et, qui est très néfaste pour la respiration, bien sûr, et les poumons. Mais le silicium constitue, je veux dire, une grosse part de la croûte terrestre en tant que minéral. minéral. Donc, euh, les silicates constituent, je veux dire, une famille non moins importante, c'est-à-dire que les silicates constituent 97% en poids, 97% en poids, autant dire comment on appelle ça, l'importance des silicates dans la croûte terrestre. Donc 97% en poids sont constitués par des silicates, autant dire que c'est une famille qu'on ne peut pas passer à côté de ça.
On ne peut pas passer à côté de cette famille des silicates. Bon, quand je dis 97% dans la croûte terrestre, mais dans la lithosphère c'est, on va dire, en poids, 90% en poids de la lithosphère. Donc, malgré tout, on retrouve aussi bien dans la croûte terrestre que dans la lithosphère des proportions très importantes, proches pour la croûte terrestre, jusqu'à proche de 100%, puisque 97%, il reste plus que 3% d'autres voilà, d'autres familles de roches. Sachez que les roches, il en existe énormément, hein. On les extrait pour beaucoup de choses, hein, pour faire des pavés de rue, pour faire du carrelage, pour faire enfin, tous des matériaux de construction. Les matériaux de construction sont tirés des roches. Par exemple, si on prend du marbre, du granit, etc., ben, ce sont des roches. Des roches. Hein, on va prendre du feldspath. Feldspath, c'est des roches. Minerai de fer, c'est des roches. Voilà, le minerai de cuivre, c'est des roches. Mais la plupart du temps, ce sont des roches qu'on extrait et qu'on va exploiter pour les besoins de l'homme. Donc, en fait, l'homme n'a plus qu'à aller gratter, si vous voulez, la terre pour exploiter, je veux dire, ces matériaux de construction et pouvoir construire en bonne et due forme une habitation, par exemple. Voilà. Mais l'homme a toujours tiré tout de la nature. Par exemple, si avant il devait construire une habitation, il pouvait. Bon, les premiers hommes des cavernes, bon, habitaient dans des cavernes, ils avaient déjà la caverne déjà toute faite pour les protéger. C'est ça qui était positif, c'est que bon, ils n'avaient rien à construire. Par après, bon, ils ont construit des maisons en bois, ils allaient chercher le bois des arbres, et puis des maisons en tourbe, c'est-à-dire la terre, de la paille, etc., un mélange de paille, d'eau, etc., de sable, de terre, tout ce que vous voulez. Mais voilà, on faisait des matériaux de construction. Maintenant, on retrouve toujours le sable, le ciment, pour faire enfin, le sable et le ciment pour faire voilà, euh, pour faire du mortier, par exemple, pour faire du mortier. Voilà, donc on retrouve du sable qu'on va exploiter pour faire voilà, pour mélanger avec du ciment pour faire du mortier. Voilà, et donc on extrait beaucoup de matériaux, enfin beaucoup de roches minérales pour exploiter dans le cadre de, assez souvent, de la construction. Dans la construction, euh, on a besoin voilà, de la construction en dur. Donc, comment trouver du dur? Pas à partir de la paille, ni de la tourbe, ni de la terre, mais à partir des roches. Les roches sont des formes cristallines, je veux dire, assez dures. Voilà, qui ont une certaine résistance, etc., et qui peuvent être utilisés en tant que matériaux de construction. Bien sûr, il y a d'autres éléments qui vont être exploités en tant que matériaux plus durs. J'entends par là le fer. Le fer, euh, l'acier, etc., le carbone, fer plus carbone, etc., pour donner soit de la fonte ou de l'acier, etc., etc. Quand on regarde bien, je vais dire, euh, des pays qui ont été très costauds euh, dans l'histoire, ce sont des pays qui ont su manier le fer, le carbone, c'est-à-dire l'acier, hein, pour en faire toutes sortes de types d'engins mobiles, que ce soit des engins civils ou militaires. Voilà. Ceux qui maîtrisaient l'acier, ben, maîtrisaient tout ce qui était engins civils et militaires, et maîtrisaient le béton armé, pour faire des grandes constructions pharaoniques. Et donc, associer donc, des grandes constructions titanesques en béton armé et de l'acier pour voilà, de l'acier, il ne manquait plus que l'énergie, c'est-à-dire le pétrole, pour faire tourner tout un pays de manière, je veux dire, ceux qui étaient forts dans l'acier, hein, comme l'a été la Belgique, la Grande-Bretagne, hein, l'Angleterre était une puissance, je veux dire, au niveau euh, de la fabrication de l'acier, qui a donné ses prouesses techniques à la Belgique, et la Belgique est devenue, fut un temps, la Belgique était deuxième puissance derrière l'Angleterre, bon, dans les années 1800, je ne me rappelle plus combien, mais c'est parce qu'ils ont maîtrisé, voilà, cet aspect, voilà, euh, d'exploitation des minerais qui sont devenus, je veux dire,
qui ont été traités de manière technologique, avec des prouesses techniques et technologiques, pour arriver à fabriquer de l'acier à haute résistance et bon, pour à usage militaire et civil. Bon, à côté de ça, bon, hein, je veux dire, il ne maîtrisait pas que l'acier, il maîtrisait le béton, etc., etc. Et l'Allemagne l'a très bien compris et l'a fait à ses dépens. D'ailleurs, l'Allemagne nazie, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, elle a été volée beaucoup de hauts fourneaux de Belgique pour pouvoir les exploiter chez eux et pouvoir fabriquer beaucoup d'engins militaires. Voilà. Donc maintenant, question de nourriture, elle allait voler dans les fermes bon, agricoles de différents pays, ainsi, je veux dire, occuper la nourriture pour assurer la nourriture à leurs soldats et plus que ça. Voilà, donc ils avaient besoin d'une main-d'œuvre, de ci, de là, mais tout ça, c'est pour faire tourner une économie qui, quelque part, même si c'est en temps de guerre, ben, c'est une économie qui est devenue très forte, très forte. Et en parallèle, ceux qui ont compris qu'il fallait maîtriser le béton et l'acier, ben, deviennent fatalement des pays hyper puissants. On voit bien que la Chine est un des plus grands producteurs mondiaux d'acier et de béton, comme par hasard, c'est une puissance qui compte. On va dire que grâce à sa population d'1,4 milliard d'habitants, elle est aidée fameusement parce qu'on ne peut pas rivaliser. Un pays de 11 millions d'habitants ne peut pas rivaliser avec un pays de 14 millions d'habitants, d'1,4 milliard d'habitants. Donc, fatalement, elle est aidée par sa population, mais ils ont compris que quand vous maîtrisiez l'acier et le béton, mais vous avez déjà, je veux dire, euh, euh, vous êtes évolué au niveau de votre, euh, de votre civilisation. Et puis, bien sûr, celui euh, qui on va dire, qui sait manier la chimie, telle que la chimie des hydrocarbures, hein, qui sait manier la finance, avec les banques, les assurances, etc., hein, qui a un grand savoir-faire dans tout ça, et dans l'informatique, et dans beaucoup de domaines, l'électronique, etc., etc., dans la construction automobile, eh bien, le pays devient puissant grâce à son savoir-faire. Voilà, et un pays devient hyper développé de cette manière-là. Voilà, ça c'était pour la petite, je vais dire, parenthèse. Maintenant, revenons à nos silicates. Les silicates peuvent se décomposer en différentes familles. Mais on a par exemple les ferromagnésiens. Ferromagnésiens, on retrouve dans les ferromagnésiens les chlorites. Les chlorites, les serpentines, les amphiboles, les pyroxènes, les péridots et les grenats. Bon, ce sont des mots un petit peu, je veux dire, savants, mais ceux qui connaissent ça, c'est ceux qui font de la cristallographie ou qui font des études de, voilà, comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça, sur les roches. Euh, je ne sais plus, je ne sais plus. Ben, ils ont des cours de cristallographie, ces personnes-là ont des cours de cristallographie, et ils retrouvent beaucoup de noms, euh, voilà, de fonctions, comme je viens de voir maintenant, les ferromagnésiens. Euh, et ils doivent retenir des mots un petit peu, des mots savants. Pyrido, grenat, pyroxène, serpentine, chlorite. Mais les chlorites, je vais en parler, hein, parce que bon, chlorite, on ne peut pas y échapper, hein. Voilà. Le ferromagnésien, donc ce sont des silicates qui comprennent, je veux dire, des ferromagnésiens. Donc on retrouve les chlorites, les serpentines, les amphiboles, les pyroxènes, les pyridos et les grenats. Maintenant, on a un autre sous-groupe des, comment on appelle ça, des silicates, qui ne sont pas des ferromagnésiens, mais qui sont des aluminosilicates. Et dans les aluminosilicates, on retrouve le feldspath, le zéolite, le mica, par exemple. Voilà. Ça sont, à ne pas confondre avec les silicates d'alumine. Hein. Pas confondre les aluminosilicates et les silicates d'alumine, c'est pas la même chose. Et donc là, on retrouve par exemple la tourmaline. Alors, si je prends la structure du SI, au moins, au moins, au moins, eh bien ça c'est du SI dans laquelle peut
s'accrocher, je veux dire, de l'aluminium, du magnésium, du fer, du calcium, voilà, des métaux qui vont venir s'accrocher dessus. Et là, on retrouve non pas du SiO2, mais c'est du SiO4, si je ne sais pas si vous l'avez remarqué, qui est l'ion orthosilicate, qui est une forme tétraédrique. Alors, il a un lien de coordination un lien de coordination 4. Parce que si je prends le lien de coordination 6, à ce moment-là, on n'a pas un tétraèdre comme ça, mais on a un octaèdre. Voilà. On a un octaèdre plutôt que d'avoir un tétraèdre. Ici, on a un tétraèdre parce qu'on a affaire à l'ion orthosilicate, oui, de lien de coordination 4. Et donc là vient s'accrocher, je veux dire, ce que je vous ai dit, c'est-à-dire de l'aluminium, du potassium, du calcium, voilà, potassium, calcium, aluminium, du magnésium et même du fer. Voilà, en gros, les silicates, c'est ça. Les silicates, qu'est-ce que c'est? Je vous ai donné les silicates. Les silicates, bon, est composé de SiO2, mais il a une structure aussi en SiO4 aussi. Hein. Et dans les SiO2, on retrouve les différentes familles, les ferromagnésiens, pour lesquels on retrouve dans cette sous-structure des chlorides, serpentine, amphibole, pyroxène, pyrido, granat. Et dans les luminosilicates, des feldspaths, des éolites, de mica. Et dans les silicates d'alumine, le sous-groupe, ce sont des... oui, je l'ai effacé. C'était des tourmalines. Des tourmalines. Voilà, donc ici, c'est juste à savoir ce que c'est qu'un silicate. Il n'y a pas besoin d'aller dans les détails, sauf pour ceux qui étudient, je veux dire, la cristallographie ou qui étudient les roches. Mais bon, la minéralogie, c'est ça que je voulais, je cherchais le mot. Voilà, je viens de le trouver. Ceux qui font des études de minéralogie, donc à ce moment-là, ils sont tenus à connaître, je veux dire, ces différents mots qui sont à consonance savante, et donc il en existe beaucoup. Et donc, de toute façon, il existe des bouquins où toutes les roches sont répertoriées avec toutes leurs particularités, leurs couleurs, leurs structures, etc. etc. Bon, tout est répertorié de manière... pour ceux qui étudient la minéralogie, ils ont bien sûr leur lexique, leur dictionnaire, leur documentation appropriée, où tout est répertorié, tout a été étudié depuis très longtemps, enfin très longtemps, hein, je ne sais pas très longtemps, mais en tout cas, tout est bien, je veux dire, classifié, répertorié, voilà. Et donc, quelqu'un qui fait des études de minéralogie, bon, quand il voit une roche, il se doit, à première vue, de connaître la roche. Voilà. Voilà, de connaître la roche. Donc ici, moi, je parlais tout simplement des silicates. Bon, eh bien, pourquoi je parle de ça? Parce que je parlais des silicates de fer. Hein. Et dans les silicates de fer, on retrouve, comme je vous ai dit, les chlorites et autres, les ferromagnésiens, chlorites et autres, voilà. Voilà, chlorites et autres, on retrouve les ferromagnésiens. Voilà. Et il ne faudra pas confondre les silicates avec d'autres, parce que le problème, c'est que le fer, les minerais de fer, on le retrouve dans différentes combinaisons possibles, et c'est pour ça que je vois les silicates, c'est parce que vous avez compris que je vais parler des minerais de fer, et que si je n'explique pas un petit peu bon, ce que c'est que les silicates, quand je veux parler des silicates en tant que minerais de fer, mais vous ne comprendrez pas. Vous comprendrez pas parce que les minerais de fer existent sous différentes formes, et quand je dirais qu'il existe un minerai de fer qui a une appellation chimique en tant que silicate de fer. Silicate de fer, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qu'un silicate de fer? Ben, je vais un petit peu l'expliquer en gros. En gros, ce que je viens de dire. Voilà. Bon, mais sachez que les minerais de fer possèdent leur grande famille chimique. Il n'existe pas qu'en une seule famille de silicates. Voilà, il y a d'autres familles que je verrai. Voilà, je vous remercie.